loi à voter. Il y a aussi d'autres sujets, notamment la loi, je crois, sur les chefs coutumiers. Les membres de l'opposition, les groupes proches de l'opposition ont dit qu'ils ne participeront pas au débat sur cette loi parce que... Au débat sur la loi, la répartition des sièges. Parce qu'elle relève du domaine réglementaire et elle ne doit pas en aucun cas faire l'objet d'une loi. Sur ce sujet, je n'ai pas envie de trop m'attarder parce que c'est une prise de position qu'a eu le hier, qui met aux prises les juristes. Si tel est le cas, puisque récemment la loi électorale qui avait fait couler beaucoup d'encre, on en a déjà beaucoup parlé, en effet, je crois que c'est l'article 146, mais ça c'était pour les élections législatives, disait que les modalités réglementaires feraient appel à la consultation des données de l'ONIP. Si tel est le cas, l'opposition a raison. Et ça, il ne faut pas le cacher. Si une loi n'est pas nécessaire au partage ou à l'attribution des sièges par circonscription, pourquoi vouloir faire une loi là où on peut en faire l'économie ? Si ce n'est que réglementaire, si ça ne relève que de la CENI, alors laissons la CENI faire le travail. C'est une commission électorale nationale indépendante. Mais entre-temps, que va-t-il se passer? Parce qu'entre-temps, la CENI dit que dit qu'il n'y a pas des entités de regroupement reconnues par le gouvernement et non reconnues sur le terrain. Donc non, il y a une différence entre l'attribution des sièges et la décentralisation ou l'attribution des... là, à mon avis, il y a deux matières. Il y a celui des élections et celui de la territoriale. Maintenant, je vous ai dit, c'est un peu trop... La répartition des sièges touche directement à la territoriale. Oui, mais on a dit aussi que certaines villes qui avaient été reconnues ne le sont plus. C'est un peu... Il y a un grand flou qui ne me permet pas, moi, qui, ne suis pas juriste et qui découvre la thèse des opposants depuis hier, ils l'ont annoncé hier, après avoir fait appel à des juristes, parmi eux il y a des juristes, de grands juristes. Je ne sais pas si nous avons le recul nécessaire pour juger de la question. Je dis simplement que si cela relève du pouvoir de la CENI en termes de réglementation, inutile de faire la loi. Maintenant, si la loi c'est organiser la territoriale, que la territoriale se fasse, mais qu'on ne dise pas que cette loi incombe ou incomberait sur le choix ou que les détails que la CENI devrait publier. Mais des personnes comme Kamere Bazaïba Vwemba et Mwenze Kongolo dénoncent le manque de volonté d'organiser les élections. Ils pensent que ce sont des manœuvres qu'organisent les uns et les autres pour ne pas aller aux élections à temps. J'ai lu un titre du journal Le Potentiel d'il y a quelques semaines qui titrait « Tout le monde veut glisser ». Et sincèrement, au regard des comportements des uns et des autres, je me demande si Le Potentiel n'a pas dit la vérité. Pourquoi? Sans épouser une thèse de l'opposition ou du pouvoir, il y avait une demande de calendrier global, la demande est arrivée, on l'a rejetée. Il y a les majeurs, ça vient, il y a beaucoup de choses qu'on demande, qu'on donne, qu'on rejette. Conclusion, les uns et les autres peuvent être de bonne volonté, mais vouloir demander quelque chose, l'obtenir et ne plus en vouloir autre chose. L'obtenir de quelle manière? Tout ça, ça fait reculer. Pendant ce temps-là, le temps avance. Je veux dire, il y a le seul non-allié des politiques, c'est le temps. C'est-à-dire, le temps, il ne joue avec personne. Pendant que l'on débat, le temps avance. Et résultat des courses, on va arriver au moment où soit on ne pourra plus rien organiser, soit on fera comme en 2005, on repoussera, soit il nous arrivera ce qui est arrivé en 2011, on va faire ça et ce sera bâclé. À un moment donné, il faudra faire un choix. Sans épouser la thèse des uns ou des autres. Tout le monde a raison au moment où il évoque sa thèse, mais résultat final, c'est qu'on perd du temps et que cette perte de temps va amener un glissement. Mais quelle est la meilleure façon de faire? Gagner le temps et mal faire les choses ou
demander un peu plus de temps pour mieux faire, parce qu'il y a les enrôlements de mineurs qui se pointent à l'horizon et qui devient de plus en plus... Vous êtes en train de me demander si on veut qu'on glisse. C'est la question que vous êtes en train de me poser. Vous êtes en train de me demander, monsieur Lusako, on regarde ce qui se passe maintenant, est-ce que vous voulez qu'il y ait un glissement? J'ai dit, les élections doivent se dérouler dans les délais constitutionnels. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et à l'impossible, c'est la majorité qui gère, qui se rend bien compte, puisque ça a été dit qu'il y a des problèmes financiers, l'opposition qui ne gère pas, mais qui semble elle aussi ne pas être prête ou ne pas trop savoir ce qu'elle veut, et qui fait en sorte que le temps, qui lui n'en a que faire de l'opposition et de la majorité, passe et inexorablement nous amène vers un glissement que tout le monde aura cherché. Alors on regarde de déficit budgétaire et tout ce qui s'ensuit pour l'organisation des élections, l'UDPS, mais également la SENCO propose à ce que les autres élections telles que locales, urbaines et municipales puissent être reléguées après 2016, précisément en 2017, qu'on puisse organiser les élections, je dirais, importante, entre guillemets, parce que le gouvernement dit qu'il n'y a aucune élection qui est plus importante que l'autre. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, les financements ne semblent pas être un problème. Le rapporteur de la CENI a dit que, à la date d'aujourd'hui, le gouvernement est en ordre. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de problème de finances. Ça, il faut le dire. Deuxièmement, vous dites, élection plus importante qu'une autre. Il y a des choses qu'on entend rarement. Je suis né, excusez-moi de le rappeler, je suis né, j'ai grandi en France. France, c'est démocratie depuis 1789. France, c'est élection présidentielle tous les 5 ans. Mais France, c'est surtout pas la politique du président de la République, pas la politique des députés, pas la politique des sénateurs, la politique du conseil communal, la politique du conseil départemental. La politique ne se fait pas à la présidence, la politique ne se fait pas que à l'Assemblée nationale. La politique, c'est le vécu de chacun. La cohésion nationale que tout le monde demande, c'est la participation de tous, et non pas des élites. En quoi les élections des élites seraient plus importantes que les élections du petit peuple que nous sommes? Je ne prends parti pour personne. Mais aller expliquer à un blanc, on parlait tout à l'heure de dépendance, non? Mais c'est eux qui ont commencé ça avant nous. Donc pour savoir comment ça marche chez mieux, en ce qui concerne cette démocratie, il faut aller voir comment ça marchait chez ceux qui l'ont pratiqué avant. Les élections à la base sont les élections les plus importantes. Parce que c'est à la base qu'on fait la politique. Personne ne dit qu'elles ne sont pas importantes, ces élections. La SENCO, par exemple, ne dit pas qu'on va annuler ces élections. On doit simplement le ramener à 2017 pour faire d'abord les élections présidentielles. Ce qui veut dire qu'on va faire participer la population à la vie politique du pays après que les élites se soient choisies leurs représentants. Parce que là, on parle en termes d'élite. La politique, ce n'est pas que... On se plaignait hier que la redistribution ne se fasse pas parce que Kinshasa centralisait tous. Ça, c'est les provinces. Mais aujourd'hui, on dit, continuons sur cette lancée. Joseph Kabila, il est extrêmement important qu'il soit remplacé. La Constitution le dit. Il est extrêmement important qu'on déplace les députés, qu'on remplace les délais. Mais les délais sont valables pour tout le monde. Les délais sont valables pour le président de la République, ils sont valables pour les députés. Il n'y a que pour eux qu'on a les délais. Mais vous constaterez que les sénateurs sont élus depuis 10 ans. Ils travaillent. Vous constaterez que les députés provinciaux, idem. Et que, au niveau de notre quotidien, notre quartier, notre commune, c'est toujours des gens qui sont nommés par les mêmes élites. Parce que l'un a été nommé président, l'autre a été nommé député, qu'il est rentré au gouvernement et qu'il a le choix de dire qui va gérer ma commune, même si celui qui va gérer ma commune vient d'une commune qui n'est pas la mienne. Le plus important, ce sont ces élections de base, ces élections locales. On m'a souvent posé la question de savoir, vous voulez faire la politique? Oui, mais bon, quand vous voyez que des chanteurs, des humanistes, des philosophes disent, on ne veut pas la politique de vos élites, où tout est compromission,
On veut la politique de notre village, de notre ville. Je préfère que... Moi, j'aurais vraiment particulièrement apprécié le fait qu'on dise « Occupons-nous des gens à la base ». Parce qu'on va changer de président, oui, on va changer les députés, mais à la base, personne ne sera représenté valablement. Alors, s'il faut suivre ce schéma, alors on doit accepter de glisser, dans ce cas. Madame, j'ai dit, ne me demandez pas de dire si je veux qu'on glisse ou pas. Je ne fais que vous apporter des faits objectifs. La Synco Parce qu'en même temps, il faut organiser ces élections-là, en même temps, il faut aller au dialogue, en même temps, il faut procéder au découpage territorial, le tout en même temps. La Synco dit... Est-ce que vous pensez que le temps jouira en notre faveur? La Synco dit 2017, pour les élections locales. Okay. Vous croyez vraiment que si un président est élu et prend ses fonctions le 20 décembre 2016, il aura en un an la possibilité d'organiser ses locales? On les renverra à 2019. Et lors de la prochaine élection en 2021, vous ferez le constat avec moi que élection locale, il n'y aura pas eu. Parce que là, on reviendra avec les priorités qui sont au développement du pays, les priorités qui sont au développement des infrastructures, qui sont à la gestion d'un pays avec de l'argent qui, pour ces élites, de nouveau, ne sera pas utile à investir dans les locales parce que les partis politiques, ce ne sont que des partis d'élite. Quand, en 1996, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, commence sa campagne, partout il élit des gouverneurs UDPS. Parce que partout, les partis sont représentés à la base. Aujourd'hui, qui peut s'en prévaloir? Tout le monde, parce qu'il a compris que la politique se fait à Kinshasa, tout le monde est à Kinshasa et accessoirement retourne au village, retourne en ville, retourne en province pour les élections. Je veux bien, c'est très important, oui, le président et les députés. Mais à la base, on vote quand? Quand est-ce qu'on peut changer si un gars... Bissot, allez, Bissot, parlons de Bissot. Vous connaissez Bissot? Bissot, c'est une initiative privée pour gérer la commune. Okay. Mais la commune, elle est où? Où est la commune? On a prôné Bissot. Que chacun chez lui soit Bissot. Mais Bissot, ce seraient ces élus, élus par Bissot, qui travailleront pour Bissot et qui seront avec nous chez Bissot. Le chef de quartier, il ne se retrouvera pas derrière une Jeep avec des vitres fumées pour se cacher de nous quand il n'aura pas réalisé ce qu'on attendait de lui. Le commissaire de zone, maintenant dit le bourgmestre. Le bourgmestre non plus. Donc, continuons d'élire ceux qui vont se cacher derrière leur vitre fumée. Notre Bissot, notre quotidien ne changera pas. Ok. Ok. Donc on retient comme ça que toutes les élections sont importantes, il faut les organiser toutes selon le calendrier, le schéma de la CENI. J'ai dit, moi, que la principale élection, c'est celle de la base. Allons du bas vers le haut. À Sun City. J'étais à Sun City. Peu importe le déficit qui va se poser en termes de temps. J'étais à Sun City. Mais le déficit en termes de temps, on ne le rattrapera jamais. Le déficit, il est déjà là. J'étais à Sun City. Opposition, l'opposition. Et le pouvoir disait quoi? Que les premières élections, ça devait toujours être. Tout doit partir de la base. Aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi? Dites-moi pourquoi ça a changé. Parce que Kabila ne doit pas aller au-delà de 2016. Donc c'est peut-être ça. Allez, on va parler du dialogue. On va parler du dialogue, mais donc on revient à l'Afrique. Ce n'est pas des fausses institutions. C'est une affaire d'hommes. Ok, on va parler du dialogue. Donc voilà, je ne suis pas pro-Kabila. Je le dis devant vous. Il n'y a pas de mal, hein? Non, il n'y a pas de mal à être pro-Kabila. Je ne suis pas pro-Kabila, pro-Tshisekedi, pro-Caméré dans cela. Vous êtes pro-qui? Non, je suis journaliste. Vous l'avez dit. Même le président, vous m'avez dit, avant l'émission, s'était étonné auprès des patrons de presse qu'il y avait des médias de l'opposition et du pouvoir. Quand nous sommes journalistes, nous répondons à une déontologie qui n'est ni pro,
Kabila, ni pro-Tshisekedi, nous donnons l'information. Et tout ce que nous disons à la date... C'est possible qu'il y ait aussi des penchants vers l'opposition ou vers la majorité. Et ça existe même là où vous avez grandi en France. Tous les penchants existent dans tout. La dernière fois que Patrick Poivre d'Arvor, j'ai grandi en France, la dernière fois que Patrick Poivre d'Arvor, qui était le présentateur vedette de TF1, était dans la même position que nous, face à face, a reçu Béatrice Dalle. C'est l'inverse. C'est l'homme qui recevait la dame. Il a posé ses questions et la dame lui a dit « Non, mais vous avez oublié que vous faisiez du rentre-dedans avant l'émission ?» Tous les penchants sont permis. Mais notre devoir à nous, journalistes, c'est d'être le plus objectif possible parce que tout ce que nous disons aujourd'hui peut être jugé. Regardez cette émission dans 5 ans, on peut en reparler. D'accord. Allez, on va parler du dialogue qui concerne, je dirais malheureusement, l'opposition et la majorité, parce qu'on parle de moins en moins de la société civile quand on fait allusion au dialogue. Les uns veulent une médiation internationale, les autres n'en veulent pas. Alors, or, l'UDPS, qui est la principale opposition, le plus grand parti de l'opposition, qui exige à ce que ça puisse aussi, en dehors de la médiation internationale, que cela puisse se dérouler dans le temps, au-delà de septembre, ils n'en voudront plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment, d'après vous? Non, d'abord, saluons la volonté de l'UDPS de mettre tout le monde autour d'une table. C'est vrai que tout était consacré dans l'accord d'Addis Abeba. L'UDPS est revenu au texte. Félicitations. Mais quand on se penche sur le texte dit que la communauté internationale doit promouvoir le dialogue. Ça, c'est le texte. Juste promouvoir. C'est le texte. Et les textes disent qui va convoquer le dialogue? Le texte dit... Les textes ne disent rien. Les Congolais doivent organiser un dialogue permanent. La communauté internationale doit le promouvoir. Ce sont les textes. Maintenant, une fois que les textes ont dit ça, une fois que Étienne Tshisekedi souhaite que la communauté internationale soit l'arbitre, la réaction, c'est la suite. Et la réaction notre réaction à tous devrait être la suivante. Que dit la communauté internationale? Elle s'est exprimée par la voix de Martin Kobler, ouais. Qui a dit qu'il est disposé à aider. Fort de la connaissance de ce texte, j'ai même un peu insisté personnellement, excusez-moi, mais c'était pour l'information, auprès de Monseigneur Mosengo. Parce que le dialogue prévoit plutôt, pour que les gens se sentent à l'aise, un médiateur neutre. C'est ça la communauté internationale, le médiateur neutre, on est plus ou moins dans ça. Après que la Cinco, c'est l'église catholique, le président dans les consultations a reçu tout le monde, toutes les églises. Il a reçu la Cinco et le lendemain il a reçu Monseigneur Mosengo. Question, la Cinco c'est l'église catholique, pourquoi recevoir de nouveau Monseigneur Mosengo? Je lui ai posé la question, il m'a répondu... La Cinco c'est une plateforme? Non. Ce n'est pas l'église catholique? C'est le gouvernement de l'église. Ce n'est pas l'église catholique, on est bien d'accord, ce n'est pas La conférence épiscopale, c'est l'église catholique, c'est le gouvernement de l'église. Avant, le président de la Cinco, c'était Monseigneur Mosengo. Maintenant, le représentant, on va dire, gouvernement à gouvernement du pape, c'est le nonce apostolique. Et au-dessus de tout ça, vous avez l'archevêque de Kinshasa qui est Monseigneur Mosengo. En plus du gouvernement de l'église, le président Kabila a reçu l'archevêque de Kinshasa. À qui j'ai posé la question, mais pourquoi avoir reçu? Ah oui, il vous reçoit vous. Il a expliqué, il a dit que c'était pas seulement pour le dialogue, c'était aussi pour RTCE, pour la télévision de l'église. Et je lui ai demandé, mais vous, en tant que neutre, il a dit qu'il n'a pas le temps. Et je lui ai reposé la question, je l'ai posé la question 2 fois. La première, il a plus ou moins esquissé, Monseigneur Mosengo. Oui, je comprends que j'ai un journaliste en face de moi, mais je voudrais plutôt que vous répondiez aux questions que je vous pose, au lieu de me rappeler les questions que vous avez posées aux autres. Ma question est celle de savoir. Et celle-ci, l'UDPS qui représente l'opposition, une frange d'opposition, qui exige un médiateur international et au-delà de cela, exige à ce que cela se passe dans le temps. Au-delà de septembre, il n'acceptera plus. Elle n'acceptera plus, c'est l'UDPS. Et du côté de la majorité présidentielle, ils ont voulu ce dialogue et dernièrement, le porte-parole du gouvernement
dit encore qu'au terme de consultation, le président de la République se prononcera si dialogue il y aura ou il n'y en aura pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Il y a un problème qui se pose sur la médiation, il y a un problème de temps qui se pose, il y a aussi un problème de prononciation du chef de l'État qui dira au terme de consultation si dialogue il y en aura ou pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? Il y a une cacophonie. L'article 69 de la Constitution dit que le président a le droit à l'initiative quand certaines conditions font penser à de quelconques perturbations entre les institutions. Les élections, c'est toujours perturbation entre institutions. Ces consultations se font, les uns disent une chose, les autres disent une autre, les autres disent même aujourd'hui on n'en veut plus. Excusez-moi, mais la seule chose que j'ai, outre l'éducation, c'est l'expérience. Or, l'expérience du journalisme me dit qu'en 96, il y avait aussi des négociations. On est arrivé à quelque chose. Outenika, qui a accouché d'une souris. Et depuis, on va de négociation en négociation, avec à chaque négociation, des positions de négociation. Ok. Tout le monde est en position de négociation. Si en septembre, il n'y a pas, vous savez ce qui se passe? Alors, on va aux élections. Avec la CENI, avec le calendrier de la CENI. Advienne que pourra. C'était votre question, j'y réponds. Alors, que pensez-vous de la proposition de Steve Mbikaï qui propose une comédiation, c'est-à-dire Marini Bodo et Monseigneur Mosengo? Il faut poser la question à Marini Bodo et à Monseigneur Mosengo. Parce que déjà, le commun mortel voit déjà le profil de Mosengo du côté de l'opposition et Marini Bodo du côté de la majorité, malheureusement. Mais bon, que pensez-vous de cette proposition? Il faut poser la question à Monseigneur Bodo et à Monseigneur Mosengo. Mais si la proposition fait avancer vers le dialogue, je vous rappelle que l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, comme quasiment toute la société civile, a dit qu'elle adhérait au dialogue. Je ne suis pas journaliste, un des journalistes qui va dire je suis contre tout dialogue. Le dialogue, c'est ce qui permet la majeure partie du temps à trouver des solutions que la guerre n'arrangera pas ou pour ne pas arriver à la guerre. Donc, dialogue, oui. Marini Bodo, Laurent Mosengo, oui. Il faut leur poser leur question. Il faut leur poser la question. S'ils acceptent, pourquoi pas? Okay. Ce serait une bonne idée. Ok, d'accord. Mais le commun mortel, vous êtes journaliste, vous êtes souvent sur terrain, vous êtes resté journaliste malgré votre position de patron. Les communs mortels se posent également la question. Qu'est-ce qui va déboucher, qu'est-ce qui sera discuté dans ce dialogue et ça va déboucher à quoi finalement? Parce que ça ne produira pas le financement pour les élections. On parle des élections apaisées, oui, mais qui va déranger les élections parce que personne n'a le monopole sur l'armée, sur la police, etc. Sinon, mais le dialogue, pouvoir en place. Mais le dialogue, c'est ça. Le président, dans son discours, le 30 juin, a donné ce qu'il y aurait au dialogue. Si, puisque c'est aussi, parce que le président... Article 69, je l'ai dit tout à l'heure, il est dans sa position de président de la République. Mais dans ces négociations, parce que nous sommes dans une phase de négociation, il est aussi parti à cette négociation. Parce que lui dit qu'il veut le calme, il dit qu'il veut que les élections se tiennent, il dit qu'il veut... Il a donné un certain nombre de points qu'il voudrait voir respectés. L'UDPS a donné, l'UNC, MLC, dynamique de l'opposition a donné, la société civile, tout le monde donne. Maintenant, c'est pour ça que le dialogue est là. Pour qu'ensemble, par consensus, on arrête un agenda à ce dialogue, et puis qu'on essaye au mieux, ou on essaye de trouver les meilleures solutions pour que ce qui fait peur avant les élections n'arrive pas pendant les élections. Mais justement, l'UNC, par la voix de son porte-parole, dit que la peur, cette peur est organisée par la majorité en place, parce que rien ne dit qu'il y aura de tensions pour ces élections. Donc le dialogue n'est pas opportun en ce moment. Alors s'il n'est pas opportun, pas de dialogue. Moi, je vous dis, ça, en soi, le dialogue, c'est pour éviter. Mais si tout le monde dit ça va se passer sans éviter, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pas de dialogue. Calendrier global. La négociation se fait avec la CENI, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que dit l'opposition. La CENI est à même de truc, alors qu'on continue avec la CENI, qu'on aille aux élections. On n'aura pas perdu de temps. Parce que des consultations, le dialogue, comme ça, tout c'est... D'abord, nous, ça nous permet d'avoir du boulot, d'avoir la matière. Et puis surtout, ça permet aux gens de se rencontrer. Vous savez, la politique, c'est pas forcément
altercation. C'est aussi échange, c'est surtout échange. Et quand moi je vois Monseigneur Mosengo avec le président Kabila, moi je dis c'est bien. Moi quand je vois le président Kabila avec le député Némouanda Ntsepi, je dis c'est bien. Le dialogue, ça a du bon. Alors, puisque vous parlez de Mwanda Semi, lui, à son tour, propose un glissement collectif et aussi une transition de 3 ans pour permettre de bien organiser les élections au regard du passé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est la position de Némouanda Nsemi. Je vous dis, dans les négociations, se pencher sur les détails des uns et des autres a peu d'importance en soi, puisque de toute manière, le résultat, ce sera la rencontre de tous. 3 ans, parce que qu'est-ce qu'il est possible de faire en 3 ans qu'on ne peut pas faire en 1 an et demi? Je ne sais pas. Posons la question au député Némouanda Nsemi, mais le dialogue est une bonne chose, je le répète. Si dialogue il n'y a pas, il n'y aura pas péril dans la demeure. Enfin, j'espère. Il y aura les élections. Ben voilà, quand on parlait du dialogue, à un moment donné, on disait que ça va déboucher à un gouvernement de transition dont Félix Tshisekedi serait Premier ministre. Il a démenti sur ce plateau. Et pas très longtemps, quelques heures avant que nous enregistrions cette émission, il y a eu une proposition qui s'est faite à l'issue du dialogue, un autre gouvernement, une transition qui sera organisée par un président de la République issu de la majorité, par un vice-président issu de l'opposition, et aussi un Premier ministre issu de la société civile. Est-ce que ce schéma, nous sommes encore. Vous voulez me puisque nous avons eu un +4. Est-ce qu'on peut aussi avoir un plus... la Constitution, tant que ça ne viole pas la Constitution, pourquoi pas? Mais attention, la Constitution dit le président de la République, la Constitution ne prévoit pas de vice-président, la Constitution dit que le Premier ministre émane de la majorité au Parlement. Maintenant, si vous faites des schémas qui sont en dehors de la Constitution, je serais surpris de voir qui va vouloir qu'on touche à cette Constitution qu'on ne voulait pas toucher hier. Voilà. Donc, ce n'est pas le bienvenu. Elle n'est pas la bienvenue, la proposition. La Constitution. Si la proposition obtient l'adhésion de tous et que tous veulent changer la Constitution dans ce sens-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça se fera comme ça, mais à mon avis, ce ne sont que des positions de négociation. Ok. On va boucler le chapitre du dialogue pour parler de la corruption. Ça coûte beaucoup d'encre et de salive, et les uns et les autres se sont impliqués pour faire de mise en garde auprès de la presse qui spéculait autour de ce dossier. La plainte de Luzolo Bambi déposée auprès du procureur général de la République, citant des ministres, de mandataires et des gouverneurs. Je voulais avoir votre réaction en tant que journaliste. D'abord, on nous a dit, je ne sais pas si on nous écoute, on nous a dit de ne pas en parler. Le procureur s'y est mis, le Premier ministre s'y est mis. C'est vrai que quand on attrape un... Ce n'est pas une forme d'intimidation. Non, mais quand on attrape un bandit, qu'on le montre à la face du monde, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ça, c'est mon regret. Maintenant, quand ce bandit, il a un titre d'excellence, ça devient présomption d'innocence. Passons. La corruption est la gangrène de l'Afrique. Sans cette corruption, la corruption, j'ai cité tout à l'heure Pinga Kasenda en 1990, la corruption, c'est pas africain, mais les autres se sont déjà développés. Nous, on n'arrive pas à se développer à cause de la corruption. La corruption, dans toutes ses formes, doit être combattue. Maintenant, si vous voulez me parler de la forme, attention, je ne sais pas si on nous écoute, je ne sais pas si on nous regarde, mais on nous a dit de ne pas en parler. Ok, mais est-ce qu'on nous a dit de ne pas en parler parce qu'il ne s'agissait pas là, d'après le PGR, qu'il ne s'agissait pas d'une plainte, mais d'une dénonciation. Est-ce que vous avez foi en ce processus? Est-ce que la justice saura rester indépendante en cette matière? Je vais féliciter le conseiller du chef de l'État. Attention à ce que je vais dire. Luzolo Bambi a fait une très bonne action. Mais attention,
tout comme nous Olobambi, tous les Congolais que nous sommes, devons maintenant commencer à dénoncer celui qui est corrompu et celui qui corrompt. Parce que Luzolo Bambi a posé le premier jalon, il faudrait que chacun d'entre nous, désormais, dénonce. Et que ce soit pris en compte. Parce que c'est le seul moyen d'arrêter cette corruption. Je ne vais pas parler de la forme, je connais pas, je sais pas. La forme, je ne la sais pas trop, dénonciation, plainte, on en a trop dit. Simplement, si ça marche comme ça, à ce moment-là, je suis même prêt, puisque nous sommes médias, j'espère que B1 nous suivra, à ouvrir un numéro gratuit pour que tout le monde puisse se plaindre des corruptions ou de la corruption à laquelle il a été victime. La corruption doit être absolument combattue. On doit dénoncer parce que nous n'avons pas le droit de nous faire justice nous-mêmes, nous devons passer par la justice. Vous dénoncez à la justice, vous apportez les preuves à la justice, maintenant vous attendez que la justice ouvre des instructions et si les dénonciations sont fondées, si les éléments de preuve sont établis, qu'on juge corrompu et corrupteur et que cela cesse. Au-delà de ce numéro vert qu'on doit mettre pour avoir les réactions ah oui, des uns, c'est vrai qu'il y avait déjà un numéro vert. Des uns et des autres. Il y a même, depuis plusieurs années, on annonce des mesures contraignantes et les ONG internationales en rapport avec la lutte contre la corruption dénoncent une corruption avérée dans le chef des institutions du pays. Alors, d'après vous, que doit-on faire pour stopper? Non, attention, il faut stopper dans le chef des institutions, oui. Mais dans le chef de tout le monde. Parce que la corruption, c'est pas seulement les institutions. La corruption, c'est tout le monde. C'est vrai qu'on peut pas s'en prendre à celui qui touche $100 ou $80 et qui essaye de... Mais il est autant coupable que celui qui est à la tête des institutions. Ce qu'il faut faire, c'est condamner, courir après ça. Oui, 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 oui et oui. Il faut arrêter ça. La corruption, c'est peut-être une utopie de pensée, mais quand vous voyez certains pays où les investisseurs se déploient plus facilement, on a parlé de l'île Maurice, on parle du Botswana, on parle de tous ces pays africains qui se développent avec corruption zéro comme objectif, voir ou savoir que la richesse du pays, c'est pas les institutions, c'est pas le gouvernement qui fait l'argent. C'est pas les grosses entreprises qui font l'argent. Ce sont les petites entreprises, ce sont des petites structures, comme Top Congo, toutes petites, un peu plus grosses structures, comme B1, des petites et moyennes entreprises, ce sont ces structures-là qui font la richesse du pays. C'est pas les grosses entreprises, c'est pas le gouvernement. Et le gouvernement, avec cette corruption, empêche ces investissements. Quand cette corruption disparaît, les infrastructures d'investissement se multiplient, la richesse se multiplie, et de moins en moins, à l'époque, c'est pas l'État qui payait tous les gens qui s'habillaient blanc-blanc tous les dimanches pour aller au match, avant d'aller au stade, acheter leur petite voiture. C'est pas l'État qui les payait, c'était ces infrastructures. On a connu les FNMA, on a connu toutes ces... Bon, pour les moins jeunes, on a connu toutes ces structures qui permettaient à chacun de vivre à sa faim. Mais toutes ces structures ont certes été pillées, mais toutes ces structures ne sont plus viables aujourd'hui et ne sont pas renouvelées par d'autres du fait notamment de la corruption à l'investissement, de la corruption à tous les niveaux. Ok. Je voudrais vous poser une question. On est déjà à la fin. Je voulais vous poser une question de savoir, pendant que le gouvernement Matata est en train de prôner la croissance macroéconomique et tous les chiffres à l'appui, vous êtes en train là de nous dire que ça ne suit pas dans le quotidien de Congolais. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de corruption qui gangrène. Je ne serai pas le premier à le dire. Stabilité, on sera à 2 chiffres cette année. Même le président, dans son discours sur l'état de la nation, a dit la stabilité, la croissance macroéconomique. Oui, elle est peut-être réelle, mais le Congolais ne la mange pas. Donc, cette stabilité du cadre macroéconomique, cette croissance, doit permettre l'investissement. Mais l'investissement est freiné par quoi? Beaucoup disent par la corruption. Si c'est la corruption qui freine l'investissement, petites et moyennes entreprises, parce que c'est ça la base. Vous savez, la différence entre l'économie française et l'économie allemande, l'économie française a plus de difficultés
aujourd'hui parce que moins basé sur les petites et moyennes entreprises. La petite et moyenne entreprise allemande est plus dynamique que la petite et moyenne entreprise française. On va dire qu'aujourd'hui, Matata Ponyo l'a compris puisqu'il a mis déjà en place ce phénomène, il a déjà dénoncé ce phénomène Maboko Bank qu'il faut absolument combattre. Non, ce n'est pas que la Maboko Bank le problème. La stabilité macroéconomique, on l'a depuis 2005. Notez-le, 2005, ça fait 10 ans. Mais en 10 ans, on ne voit pas les investissements. On a construit les routes, on a une belle route jusqu'à Matadi, on a une belle route jusqu'à Bandundu, mais entre Kinshasa jusqu'à Kikwit, mais entre Kinshasa et Kikwit, à part Bukanga Lonzo, il n'y a pas beaucoup de développement. Entre Kinshasa et Matadi, il n'y a pas beaucoup de développement. Et c'est ce développement endogène qui va faire le développement du pays. Okay. Petite unité par petite unité. C'est ça qu'on cherche. C'est ça dont le pays a besoin. Mais ça, évidemment, je vous parle en tant que journaliste, pas en tant qu'économiste. Et bon, il y a peut-être à boire et à manger dans ce que je dis, mais en règle générale, les pays qui font ce que je cite marchent. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la fin. Déjà? Oui, déjà. J'avais un peu peur, mais puisque je vous ai dit que j'étais pas très pour ce genre d'émission, mais merci de m'avoir invité et d'avoir permis que je fasse cet exercice. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Aussi à vous, vous avez mis 45 minutes pour suivre cet entretien qui revient demain à 7h15, mais également le vendredi à 22h. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et avec le même plaisir.